Bienvenue chers auditeurs pour une nouvelle histoire qui va profondément vous toucher. Vous êtes-vous déjà demandé si la justice de la vie finissait toujours par frapper à notre porte? Le récit d'aujourd'hui parle d'un homme qui croyait tout contrôler. Il avait l'argent, le pouvoir et une famille aimante. Mais son arrogance absolue l'a rendu aveugle à ce qui comptait vraiment. Pendant que son petit garçon luttait pour son dernier souffle, cet homme faisait le pire choix de son existence. C'est une histoire bouleversante de trahison, de conséquences inévitables et d'une justice implacable. Installez-vous confortablement et écoutez attentivement, car le destin trouve toujours un moyen de rééquilibrer la balance. Voici l'histoire de Julien Beaufort. Le son d'un moniteur cardiaque qui affiche une ligne plate est le silence le plus assourdissant au monde. C'est un son qui divise une vie en un avant et un après. Mais pour Julien Beaufort, un homme qui se targuait de contrôler chaque résultat, ce son était sans importance. Pendant que sa femme, Camille, tenait la main de plus en plus froide de leur fils de 4 ans, suppliant le ciel pour un miracle qui ne viendrait jamais, Julien n'était pas coincé dans les embouteillages. Il n'était pas dans une salle de conseil d'administration en train de sauver l'entreprise. Il ouvrait une bouteille de boisson de luxe dans la suite la plus prestigieuse de la Villa Florentine, célébrant une fusion qui n'existait pas, enlacée, dans les bras d'une femme qui n'était pas son épouse. Il ignorait qu'avec le dernier souffle de son fils, un compte à rebours avait commencé. Non pas pour le deuil, mais pour son anéantissement total. La pluie de Lyon fouettait les fenêtres de l'hôpital pédiatrique Saint-Jean, créant un rythme qui apaisait habituellement les patients. Mais à l'intérieur de la chambre 402, il n'y avait aucune paix. L'air sentait l'antiseptique et les prières désespérées. Camille était assise sur la chaise en plastique inconfortable qu'elle n'avait pas quittée depuis 3 jours. Ses yeux étaient rougis, ses cheveux emmêlés, son chemisier hors de prix froissé et taché de jus de pomme renversé. Elle ne ressemblait en rien à l'épouse trophée impeccable que Julien Beaufort aimait exhiber. En ce moment, elle n'était qu'une mère regardant la vie s'échapper de son monde entier. Gabriel, 4 ans, paraissait incroyablement petit dans le lit médicalisé. La grave maladie avait été agressive. Un voleur dans la nuit qui avait volé son rire et l'avait remplacé par une immense fatigue. Les médecins étaient pleins d'espoir il y a une semaine. Mais ce soir-là, le spécialiste en chef, le docteur Stéphane Mercier, l'avait pris à part avec un regard qui lui avait brisé l'âme. « Ses organes sont en train de lâcher, Madame Beaufort », avait dit le docteur Mercier, la voix baissée à un murmure. « Vous devez appeler son père. » Maintenant, les mains de Camille tremblaient pendant qu'elle sortait son téléphone de sa poche. Elle composa le numéro de Julien. Ça sonnait. « S'il te plaît, Julien, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Réponds, s'il te plaît. Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Julien Beaufort, PDG de Beaufort Industries. Je suis actuellement indisponible. » Elle raccrocha et composa à nouveau. Et encore, elle envoya des messages. Gabriel s'éteint. Les médecins disent que donc c'est la fin. S'il te plaît, viens, il te réclame. De l'autre côté de la ville, l'ambiance était totalement différente. La suite présidentielle baignait dans la lueur chaude et dorée d'un éclairage d'ambiance. Du jazz doux jouait doucement sur des enceintes haut de gamme. Julien Beaufort, un homme avec une mâchoire taillée dans le granit et une âme faite de registres comptables, rit en se servant un autre verre. Il avait 38 ans, il était beau et indéniablement puissant. Il vérifia son reflet dans le miroir, ajustant le col de sa robe de chambre en soie de Lyon faite sur mesure, qui n'arrête pas de te faire vibrer, chérie, demanda Chloé. Elle était allongée sur la méridienne en velours, en ne portant rien d'autre que la chemise de ville de Julien.
Elle avait 22 ans. C'était une stagiaire ambitieuse en marketing dans son entreprise, qui avait décidé que le moyen le plus rapide d'atteindre le sommet était d'utiliser ses charmes auprès du dirigeant. Julien jeta un coup d'œil à son téléphone, qui vibrait sur le comptoir en marbre. L'écran afficha Camille, épouse pour la 10e fois. Juste le boulet, ricana Julien, coupant la sonnerie et retournant le téléphone face contre table. Elle est très agitée. Gabriel s'est probablement juste égratigné le genou ou a fait une mauvaise réaction au traitement lourd encore une fois. Elle panique pour un rien. Tu travailles si dur, roucoula Chloé en s'approchant pour enrouler ses bras autour de sa taille. Tu mérites une pause. Et puis... Et n'as-tu pas dit que tu payais les meilleurs spécialistes? Laisse-les faire leur travail. Exactement, dit Julien en buvant une gorgée de cette boisson hors de prix. Je paie le docteur Mercier une fortune pour gérer les parties désagréables. Ce soir, c'est pour nous. J'ai conclu l'accord avec la délégation de M. Moreau. Je mérite une célébration. Il ne mentionna pas que l'accord était pour le moins fragile, ni qu'il avait liquidé une partie du fonds de placement de Gabriel pour couvrir des transactions secrètes. Dans l'esprit de Julien, il était intouchable. Il était le soleil et tous les autres gravitaient simplement autour de lui. De retour à la clinique, Gabriel remua. Ses paupières papillonnèrent, lourdes et translucides comme du parchemin. « Papa », dit-il d'une voix rauque. C'était un son minuscule, à peine un murmure. Mais le cœur de Camille se brisa en 1000 éclats. Elle se pencha, caressant son front. « Papa est en route, mon bébé. Il vole aussi vite qu'il le peut. Il t'aime tellement. » C'était un mensonge. Le goût amer de ce mensonge tapissa sa langue. Elle attrapa son téléphone une dernière fois. Elle n'appela pas Julien. Elle appela la seule personne qu'elle avait été trop fière pour appeler depuis des années, son père. « Papa » sanglota-t-elle dans le combiné. « C'est l'heure. » Henri Valois était assis à l'arrière de sa belle voiture de collection, les lumières de la ville défilant à toute vitesse. C'était un homme de peu de mots et aux capacités impressionnantes. La plupart des gens le connaissaient comme un antiquaire à la retraite, un homme discret qui vivait dans un vaste domaine viticole en périphérie de la ville. Moi, Julien Beaufort le considérait certainement de cette façon. Un vieil homme ennuyeux, avec une pension modeste et de la terre sous les ongles. Julien n'avait jamais pris la peine de regarder plus loin. Il n'avait jamais vérifié les sociétés écrans, les avoirs immobiliers en Suisse, ou le fait que le nom de famille de Henri n'était pas seulement un nom. C'était un héritage dans l'industrie maritime. Henri serrait sa canne, la poignée en argent s'enfonçant dans sa paume. « Plus vite, Marcel !» ordonna-t-il au chauffeur. « Oui, monsieur Valois. » Mais la circulation était un cauchemar. Un grand camion sur l'autoroute avait transformé la route en parking. Dans la chambre 402, le temps était écoulé. Les bips rythmiques du moniteur commencèrent à ralentir. Bip, bip, bip. « Non, non, non !» murmura Camille. Elle grimpa sur le lit et en roulant son corps autour de la frêle silhouette de son fils, essayant de lui transférer sa propre chaleur, sa propre force vitale. « Gabriel, reste avec maman, s'il te plaît, Gabriel. Regarde-moi. » Les yeux de Gabriel, autrefois d'un bleu éclatant comme ceux de son père, étaient ternes et sans concentration. Il regarda vers la porte, cherchant, attendant. « Papa » souffla-t-il une dernière fois. Puis il expira, un long soupir frémissant qui semblait porter le poids de sa courte et difficile vie. Le moniteur émit une note unique et perçante. Bip. « Gabriel !» hurla Camille. C'était un cri profond, une déchirure dans le tissu de la réalité. Des infirmières se précipitèrent, le docteur Mercier donnant des ordres. Mais ils savaient tous que ce n'était que des formalités.
À cet instant précis, à l'hôtel, Julien riait de quelque chose que Chloé avait dit. Il attrapa son téléphone pour vérifier l'heure. 23h42. Il vit un message de Camille. Il était arrivé il y a 1 minute. Il est parti. Julien fixa l'écran. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, une lueur de quelque chose d'humain passa derrière ses yeux. Du choc, de la culpabilité. Mais il la refoula rapidement. Il ne pouvait pas gérer ça maintenant. Il avait une réunion du conseil d'administration le matin. S'il allait à la clinique maintenant, ce serait un grand scandale. Des pleurs, des médecins. C'était désagréable. Tout va bien, demanda Chloé en traçant un doigt sur son torse. Julien éteignit complètement le téléphone. Tout va bien, mentit-il, la voix ferme. Juste un message indésirable. Viens là. Il choisit le plaisir plutôt que de soutenir sa famille dans cette grande perte. 40 minutes plus tard, la porte de la chambre 402 s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas Julien. Henri Valois entra, trempé par la pluie, son lourd manteau de laine gorgé d'eau. Il vit les infirmières débrancher les appareils. Il vit le drap blanc remonter. Il vit sa fille recroquevillée en boule sur le sol, se balançant d'avant en arrière, ne faisant aucun bruit. Henri marcha jusqu'au lit. Il tira le drap et regarda son petit-fils. Gabriel avait l'air paisible, enfin libéré de la douleur. Henri posa sa grande main burinée sur la joue froide de Gabriel. Une seule larme coula à travers les rides sur le visage du vieil homme. Il se tourna vers Camille. Il n'offrit pas de phrase vide de sens. Il s'agenouilla à côté d'elle et la tira contre son torse. « Où est-il » demanda Henri. Sa voix était basse, vibrant d'une résonance intense. « Où est Julien » Camille leva les yeux, le regard vide. « Il n'est pas venu. Je l'ai appelé, je l'ai supplié. Il a renvoyé vers la messagerie vocale. » Henri regarda l'horloge sur le mur. Il regarda son petit-fils endormi à jamais. Puis il regarda sa fille. Le chagrin dans ses yeux commença à durcir, se refroidissant en quelque chose de tranchant et cassant. « Il le regrettera, » dit Henri. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration de fait, comme dire que le soleil se lèvera. Il regrettera le jour de sa naissance. La cérémonie eut lieu 3 jours plus tard. Ce fut un événement lugubre au cimetière de Loyasse. Julien se présenta enfin. Et il portait un costume noir sur mesure et des lunettes de soleil sombre. Il jouait parfaitement le rôle du père affligé. Il essuyait des yeux secs avec un mouchoir en soie lorsque les caméras étaient braquées sur lui. Parce que, bien sûr, il avait alerté la presse. « Mon fils était ma lumière », déclara Julien à un journaliste près des lieux. J'étais dans une réunion cruciale avec des investisseurs internationaux pour assurer son avenir quand c'est arrivé. Je me suis précipitée, mais je suis arrivée trop tard. Camille se tenait à quelques mètres de là, pétrifiée. Elle entendit le mensonge. Elle voulait crier, mais elle était trop faible. Elle n'avait rien mangé depuis des jours. Henri se tenait derrière elle, sentinelle silencieuse. Il observa la performance de Julien. Et il observa la façon dont Julien consultait sa montre quand il pensait que personne ne regardait. Il observa Julien faire un clin d'œil à une jeune femme blonde se tenant à la périphérie. Chloé, qui avait l'audace de se pointer, avec une tenue beaucoup trop moulante pour la circonstance. Henri fit signe à un homme se tenant près d'un grand véhicule noir, au loin. L'homme était Antoine, un détective privé expérimenté. Cette nuit-là, alors que Julien sortait boire un verre pour engourdir la douleur, ce qui était en réalité un dîner en tête-à-tête avec Chloé au grand restaurant, Henri était assis dans son bureau avec Camille. « Bois ça », dit Henri en lui tendant une tasse de tisane. « Je ne peux pas, papa, je veux juste tout quitter », murmura Camille. « Tu ne t'effondreras pas », dit sévèrement Henri. « Tu survivras et tu le regarderas chuter. Mais d'abord, tu dois connaître la vérité. »
Antoine entra en portant une épaisse enveloppe. Il la posa sur le bureau en acajou. « Monsieur Valois, » dit Antoine en hochant la tête respectueusement, « j'ai récupéré les dossiers que vous aviez demandés. » Henri ouvrit l'enveloppe. Il étala les photos sur le bureau. Camille hoqueta. Il y avait des photos de Julien entrant à l'hôtel à 19h, le soir du départ de Gabriel. Des photos de lui et Chloé sur le balcon. Mais la preuve la plus accablante était la facture détaillée de l'hôtel et les relevés téléphoniques. « Regarde l'heure !» Henri pointa un doigt tremblant vers le papier. 23h42. Service d'étage, boissons de luxe et fruits de mer. 23h42. Message reçu de Camille Beaufort. 23h43. Appareil éteint. Dont il commandait un festin pendant que son fils poussait son dernier soupir, dit Henri, la voix tremblante d'une colère si puissante qu'on aurait dit qu'elle pouvait tout réduire en cendres. Il a lu ton message, Camille. Les journaux montrent que le message a été lu. Il l'a vu et il a éteint son téléphone. Camille fixa le papier. La tristesse dans son cœur fut instantanément remplacée par une fureur ardente. Elle se leva, ses mains se serrant en poing. Il a dit à tout le monde qu'il travaillait, dit Camille. Il m'a dit qu'il était en réunion. Il a menti, dit Henri. Il ment depuis des années. Il a pris de l'argent de vos comptes joints pour payer cet appartement qu'il garde pour sa liaison. Il a utilisé le fonds médical de Gabriel pour s'acheter une voiture de sport le mois dernier. Antoine posa un autre document, des relevés bancaires. Madame Beaufort, il a liquidé le fonds de santé d'urgence il y a 3 semaines. Il a misé sur une option financière à haut risque qui a plongé. Camille se sentit mal. Il a pris l'argent de son enfant malade. Il pensait que Gabriel ne s'en sortirait pas, dit froidement Henri. Il a joué avec la vie de son propre fils pour se faire de l'argent rapidement. Henri se leva et marcha vers la fenêtre. Il regarda le sombre domaine. Julien Beaufort pense qu'il est un requin, dit doucement Henri. Il pense qu'il nage dans un océan où il est le maître absolu. Il a oublié qu'il y a des forces encore plus grandes dans les profondeurs. Henri se tourna vers sa fille. « Camille, veux-tu te séparer de lui ?» Camille regarda la photo de Julien, riant avec sa conquête. Elle regarda l'heure du départ de Gabriel. « Non, dit Camille, sa voix se transformant en glace. Une séparation est trop facile. Il obtient la moitié. Il s'en va. » « Bien, acquiesça Henri. Alors nous ne le poursuivons pas simplement en justice. Nous allons ruiner son empire. Comment ? Henri sourit, mais c'était un sourire dépourvu de toute chaleur. Il possède 51% de Beaufort Industries, mais il a utilisé 30% de cela comme garantie pour des emprunts dangereux afin de couvrir ses lourdes dettes et le train de vie de sa compagne cachée. Les prêts sont détenus par une société financière appelée Société Holding Horizon. « Qui possède Horizon ?» demanda Camille. Henri tapota sa poitrine. « Moi. » Demain, Julien organise le grand gala des actionnaires, continua Henri. Il prévoit d'annoncer une nouvelle direction pour l'entreprise. Il pense qu'il est sur le point de devenir l'homme le plus riche de la région. Et alors ? Bon, et demain, dit Henri en ramassant la photo de la facture. Nous allons assister à ce gala et nous allons réclamer ce qui nous est dû. Le matin du gala annuel des actionnaires se leva gris et oppressant, un miroir de l'humeur à l'intérieur du domaine. Le manoir, une vaste structure moderniste de verre et d'acier, ressemblait habituellement à un palais. Aujourd'hui, on aurait dit un lieu bien triste. Julien était assis en bout de la longue table à manger, faisant défiler les informations sur sa tablette. Il vérifiait les tendances du marché. L'action de l'entreprise était en hausse. La stratégie de la compassion fonctionnait.
Le marché adorait un père éprouvé qui se replongeait dans le travail. Cela montrait de la force. Camille entra dans la pièce. Elle portait une simple robe grise, le visage lavé de tout maquillage. Elle avait l'air très pâle, mais il y avait une nouvelle fermeté dans sa posture que Julien, dans son narcissisme, ne remarqua pas. « Tu es debout, » dit Julien, sans quitter son écran des yeux. « Bien, nous devons parler de ce soir. » Camille se servit un café noir. Sa main ne tremblait pas. « Ce soir. »« Le gala, » dit Julien, levant enfin les yeux. Il fronça les sourcils devant son apparence. « Tu as l'air épuisé. Tu dois appeler ton équipe de maquilleurs immédiatement. J'ai besoin de toi à mes côtés sur cette scène. Nous devons présenter un front uni. Les rumeurs sur mon absence commencent à circuler. Nous devons les faire taire. Tu veux que je monte sur une scène ? Dit Camille, la voix plate. 3 jours après avoir fait nos adieux à notre fils, et que je souris pour tes investisseurs. Julien soupira, nos leçons d'un homme agacé par l'incompétence des autres. Il se leva et s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. Elle semblait lourde comme un poids immense. « Camille, je sais que tu souffres. Moi aussi, » mentit-il avec fluidité. « Mais Gabriel voudrait que nous soyons forts. Il voudrait que l'héritage de son père survive. Si l'action chute, la fondation que je mets en place en son nom perd son financement. Tu veux ça? Tu veux blesser la mémoire de Gabriel ?» C'était une grande leçon de manipulation, utilisant son enfant disparu comme un argument contre elle. 1 semaine plus tôt, cela l'aurait brisée. Elle aurait pleuré et accepté n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Camille sentait la force froide du plan de son père en elle. Elle regarda la main de Julien sur son épaule. Et cette même main qui avait tenu une coupe luxueuse pendant que Gabriel s'en allait et ne ressentit rien d'autre que du rejet. « J'y serai, » dit-elle doucement. Julien sourit, soulagé. « Parfait, mets la robe émeraude. Elle est assortie à ma cravate. Et s'il te plaît, Camille, essaie d'avoir l'air rayonnante pour Gabriel. » Il lui embrassa le front et partit pour le bureau. Dès que sa voiture de sport quitta l'allée, la porte arrière de la cuisine s'ouvrit. Henri Valois entra, suivi d'Antoine. « Il est tombé dans le panneau, » dit Camille en buvant une gorgée de café. « Il pense que je suis toujours sa femme obéissante. »« L'arrogance est une lumière aveuglante, » dit Henri en s'asseyant. « Il ne peut pas voir le précipice parce qu'il est trop occupé à regarder les sommets. » Antoine posa un élégant ordinateur portable noir sur la table. « Nous avons accès, monsieur. » L'assistante de Julien, une femme nommée Sophie, a été très coopérative. Il s'avère que Julien la traite très mal depuis 3 ans. Elle était plus qu'heureuse de nous donner les codes d'accès au système du gala. « Et le piège financier ?» demanda Camille en regardant son père. Henri lissa sa cravate. « J'ai parlé avec le conseil d'administration de la société Holding Horizon ce matin. La demande de remboursement est préparée. Nous attendons juste que l'action atteigne son sommet ce soir. Plus elle monte, plus la chute sera vertigineuse. Quand la vérité éclatera, l'action va chuter lourdement. Quand elle chutera, la valeur de sa garantie, ses actions, plongera. C'est là que nous déclenchons la procédure. » Camille hocha la tête. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le ciel gris. « Il m'a dit de porter la robe émeraude, » murmura-t-elle. « Ne la porte pas, » dit Henri. « Ce soir, tu ne t'habilles pas comme sa femme. Tu t'habilles comme celle qui rendra la justice. » Au siège de l'entreprise, Julien était dans une grande euphorie. Il parlait fort à son directeur financier, un homme nerveux nommé Bernard Lefebvre. « Je veux que les graphiques augmentent de 20%, » exigea Julien. « Ajustez les chiffres. Je m'en fiche de la façon dont vous vous y prenez. Déplacez simplement les pertes. » « Mais, monsieur, » balbutia Bernard,
C'est à la limite de la légalité. Si les autorités regardent de près, les autorités ferment les yeux si on leur donne assez de documents. Julien frappa sur le bureau. Faites-le. J'ai la délégation de Monsieur Moreau qui vient ce soir. Moreau est un homme de principe. Il se soucie de la famille et de la stabilité. S'il voit des chiffres solides et un père résilient, il signera l'accord ce soir. C'est énorme, Bernard. Vous voulez votre prime ou pas? Bernard déglutit difficilement et hocha la tête. Oui, monsieur. Julien le congédia et s'adossa à son fauteuil. Il sortit son téléphone de remplacement, un nouveau depuis qu'il avait jeté l'ancien, et envoya un message à Chloé. Ce soir, c'est le grand soir, soit au bar de l'hôtel. Je m'éclipserai après le discours. On va fêter notre succès. Il eut un sourire triomphant. Il pensait vraiment avoir réussi son coup. La grande salle de l'hôtel de luxe fut transformée en un endroit magnifique fait de cristal et d'or. Des serveurs en veste blanche se déplaçaient silencieusement dans la foule, offrant des coupes scintillantes. L'élite de la région était là, des grands patrons, des politiciens et les grands noms de la finance. Au centre de tout cela se trouvait Julien Beaufort. Il avait l'air élégant, bien qu'un peu sombre, jouant le rôle du héros tragique à la perfection. Il saluait, acceptait le soutien d'un signe de tête solennel et parlait à voix basse de résilience. Si triste, murmura l'épouse d'un grand banquier, et de retour au travail si tôt. Cet homme a une force incroyable. Il est dévoué, acquiesça son mari. C'est le genre de dirigeant dont cette entreprise a besoin. Dans un coin, la délégation, dirigée par M. Moreau, observait attentivement Julien. Moreau était un homme d'honneur. Il respectait la force apparente de Julien. Mais quelque chose dans les yeux de Julien, une lueur de grande avidité, le troublait. À 20h, les lumières baissèrent. Un projecteur éclaira la scène. Julien s'avança sous de chaleureux applaudissements. Il se tint au pupitre, agrippant les côtés, regardant vers le bas pendant un moment, comme pour rassembler ses esprits. « Merci, dit-il, sa voix résonnant dans la grande salle. Merci à tous d'être venus. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette semaine a été la plus dure de ma vie. Perdre mon fils Gabriel. » Il fit une pause. Un grand silence s'abattit sur la salle. Perdre Gabriel a été comme la fin du monde. Il était mon cœur, mon inspiration. Julien leva les yeux, brillant. Il s'était entraîné à cela devant le miroir. Mais je sais que Gabriel ne voudrait pas que je m'arrête. Il voudrait que je bâtisse un avenir. C'est pourquoi, ce soir, je suis fière d'annoncer l'union avec les industries Moreau. Ce n'est pas seulement des affaires, c'est une promesse. La promesse de bâtir un héritage dont mon fils aurait été fier. La foule commença à applaudir. Monsieur Moreau hocha la tête, apparemment impressionné. Julien sourit, il les tenait. Puis le grand écran derrière lui vacilla. Le logo de l'entreprise disparut. La pièce devint silencieuse alors que l'écran devenait noir. Ensuite, un texte blanc apparut. Jeudi 12 novembre, 23h42. Julien se retourna, confus. Qu'est-ce que c'est? Des problèmes techniques. Coupez l'image, souffla-t-il au technicien en coulisses. Mais le technicien n'était pas là. Antoine se tenait à la console, les bras croisés, fixant la scène. L'écran changea. Une photo apparut. Elle était de très bonne qualité, prise par une caméra de sécurité. Elle montrait Julien Beaufort dans un couloir d'hôtel, riant, le bras autour de sa jeune assistante. Elle se montrait très affectueuse avec lui. Un murmure parcourut la foule. Puis le son commença à jouer. Il était très clair. Juste le boulet. Elle panique pour rien. Gabriel s'est probablement juste égratigné le genou. Je paie le docteur une fortune pour gérer tout ça. Le visage de Julien se figea. Il ressemblait à une statue en train de fondre. « Éteignez ça, c'est un montage !» cria-t-il,
la voix brisée, mais la vidéo continua. 23h42, hôpital pédiatrique. Un écran partagé apparut. À gauche, la facture détaillée pour des mets luxueux, 450 €. À droite, le document officiel du départ de Gabriel Beaufort. Heure enregistrée, 23h42. Le contraste était brutal. L'indifférence totale d'un côté, la grande tristesse de l'autre. « Non », murmura Julien. Il recula du pupitre. Mais la lumière le suivit. Puis les grandes portes au fond de la salle s'ouvrirent. Camille entra. Elle ne portait pas la robe attendue. Elle portait une tenue sobre et sombre, avec une allure digne et sévère. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'un simple médaillon en argent, celui de Gabriel. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une femme forte venant rétablir la vérité. Henri Valois marchait à ses côtés, sa canne tapant de manière rythmique sur le sol. La foule s'écarta pour eux dans un grand respect. Le silence était total, à l'exception de la respiration haletante de Julien. Camille monta les escaliers jusqu'à la scène. Elle se tint face à Julien. Elle ne cria pas. Elle ramassa le microphone qu'il avait abandonné. « Tu as dit que Gabriel était ton cœur ?» dit Camille. Donc sa voix résonnant, calme et froide. Mais au moment où le sien s'est arrêté, tu passais du bon temps. Elle pointa du doigt l'écran où le journal des messages était maintenant affiché. Julien, il est parti. Statut lu à 23h43. Tu savais, dit-elle. Tu savais que c'était fini et tu as éteint ton téléphone pour terminer ta soirée mondaine. Julien regarda la foule. Il vit la stupéfaction sur leurs visages. Il regarda Monsieur Moreau. Le grand patron se leva, le visage marqué par une grande déception. Moreau fit signe à son équipe et ils tournèrent le dos à Julien, un geste très fort, et commencèrent à sortir. « Attendez, Monsieur Moreau, » supplia Julien en tendant la main. « C'est une manipulation. Ma femme ne va pas bien. Elle est affectée par le deuil. La seule chose qui ne va pas bien ici... » La voix de Henri résonna dans la salle. « C'est votre position financière. » Julien se figea. Il regarda Henri Valois. « De quoi parlez-vous? Rentrez chez vous. » Henri sourit. C'était le sourire d'un homme qui avait parfaitement calculé son coût. « Vous avez utilisé 30% de vos actions personnelles l'année dernière comme garantie, » déclara fortement Henri en s'adressant à la salle. « Vous aviez besoin de liquidités pour couvrir vos lourdes dettes personnelles et pour entretenir votre liaison secrète. Vous avez contracté un emprunt auprès d'une société financière appelée Société Holding Horizon. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « Ce sont des informations privées. Je vais vous poursuivre. Je représente la société Holding Horizon, dit simplement Henri. » La salle réagit à nouveau. Des murmures se firent entendre. Valois, le magnate respecté. « Ah, il est derrière, Horizon. Les termes de votre accord étaient précis, » continua Henri en sortant un document de sa veste. « Clause de moralité et de compétence. Si l'emprunteur s'engage dans une conduite publique qui nuit gravement à la réputation de l'entreprise, ou si le cours de l'action chute de plus de 15% très rapidement, le prêteur a le droit d'exiger immédiatement la valeur totale de la somme. » Henri regarda le grand écran boursier sur le mur. En raison de la diffusion de l'événement, les marchés réagissaient instantanément. La nouvelle, la vidéo, le départ de Moreau, tout cela avait un impact mondial. Beaufort Industries en baisse de 18%. L'action est en chute libre, dit Henri. J'exige le remboursement, Julien. Vous devez 40 millions d'euros à la société Holding Horizon, tout de suite. Je n'ai pas cette somme en liquidité, balbutia Julien. Vous le savez,
Tout est bloqué. Alors lisez le contrat, dit Henri. J'exerce mon droit de saisir les garanties. Henri monta les escaliers, se déplaçant d'un pas assuré. Il se tint à côté de sa fille. À partir de ce moment, nous prenons possession de votre participation dans cette entreprise. Combiné avec ce que ma fille possède déjà, nous contrôlons maintenant 65% des parts. Henri se tourna vers les membres du conseil d'administration. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, je demande un vote immédiat pour remplacer la direction. Le président du conseil, un homme nommé François, qui n'avait jamais apprécié les manières de Julien, n'hésita pas. Il se leva. « Je soutiens la proposition. Tous ceux qui sont pour ?» demanda Henri. Toutes les mains se levèrent. « Décision adoptée !» dit Henri en se tournant vers Julien. « Vous êtes démis de vos fonctions. » Julien resta là, stupéfait. Son statut, sa réputation, son avenir, tout s'était envolé en 10 minutes. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» s'exclama Julien, le visage rouge. « J'ai construit cette entreprise. Je suis indispensable. »« Tu n'es plus rien ici, » dit Camille. Elle fit un pas en avant. « Tu es un homme égoïste qui a délaissé son propre enfant par pure vanité. » Elle prit une enveloppe dans son sac. Elle la lui tendit fermement. « Les documents de séparation, » dit-elle. Elle sortit une autre enveloppe et une ordonnance de protection. « Si tu t'approches de moi ou de mon père, tu en assumeras les lourdes conséquences légales. » Julien regarda frénétiquement autour de lui. Il vit Chloé près de la sortie. Elle essayait de cacher son visage, donc s'enfuyant discrètement loin de cette situation. Elle ne le regardait pas. Des agents de sécurité, des hommes que Julien avait lui-même embauchés, commencèrent à s'approcher de la scène. « Monsieur Beaufort, » dit le responsable d'un ton professionnel, « nous devons vous escorter vers la sortie. Vous n'êtes plus autorisé à être ici. »« Ne me touchez pas !» s'emporta Julien en repoussant l'agent. Ce fut une très mauvaise réaction. L'agent, un ancien professionnel de la sécurité, le maîtrisa rapidement avec une technique ferme. « On y va, monsieur ?» dit l'agent. Julien fut escorté à travers la salle. Les mêmes personnes qui le saluaient une heure plus tôt le regardaient maintenant partir dans le plus grand des silences. Les flashs l'éblouissaient. Il pouvait entendre les remarques désapprobatrices de l'assemblée. Alors qu'il passait les grandes portes, il jeta un dernier regard en arrière. Camille se tenait au centre de la scène, la tête haute. Elle ne le regardait pas. Elle regardait au loin, sa main touchant doucement le médaillon autour de son cou. Elle respirait profondément, retrouvant enfin une forme d'apaisement. Henri se tenait à ses côtés, un vrai pilier de force. Les portes se refermèrent, éloignant Julien du monde qu'il connaissait. Il se retrouva sur le trottoir mouillé à l'extérieur. Il pleuvait à nouveau. Il resta là, son apparence soignée, ruinée par la pluie. Son téléphone ne cessant de recevoir des notifications de problèmes financiers et de rejets professionnels. Il était seul. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Julien Beaufort refusait d'accepter ce qui lui arrivait. Alors qu'il était sous la pluie, un grand ressentiment l'envahit. Il plongea la main dans sa poche et trouva les clés de sa voiture de sport. Il avait encore des ressources secrètes quelque part. « Vous croyez avoir le dernier mot ?» murmura-t-il dans la nuit. « Je vais reprendre ce qui est à moi. » Il se précipita vers son véhicule. La tempête qui grondait sur la région lyonnaise éclata avec une grande intensité. La pluie martelait la terre, rendant l'autoroute très glissante et difficile à pratiquer. À l'intérieur du véhicule puissant, tout n'était que bruit de moteur et essuie-glace rapide.
Julien roulait à très vive allure, le pied sur l'accélérateur, voulant fuir la réalité. Le véhicule de luxe vibrait sous sa conduite nerveuse. C'était le reflet exact de son état d'esprit agité. Pendant des années, Julien pensait tout contrôler sur sa route, mais maintenant, il perdait le contrôle. « Ils ne peuvent pas tout me prendre !» s'exclama-t-il, tendu au volant. « J'ai tout bâti !» Moi, il utilisa le système de bord pour appeler un contact financier lointain. La ligne s'ouvrit. « Monsieur Beaufort ?» La voix du conseiller résonna, très formelle. Elle manquait du respect habituel, réservé aux clients importants. « Je vous ai déjà expliqué la situation. Expliquez-la encore !» s'emporta Julien, en faisant une manœuvre brusque pour éviter un autre véhicule. « Débloquez les accès. J'ai besoin d'un transfert immédiat. »« Je ne peux pas faire cela, monsieur, » répondit le conseiller, la voix froide. « Nous avons reçu une injonction légale. Les autorités compétentes ont bloqué tous vos accès suite aux récents événements. Les informations fournies sur vos opérations étaient très claires. Nous appliquons les règles strictes. » « Claire ?» s'étouffa Julien. « Et qui vous a donné ces informations ? » ?»« Une société, » dit le conseiller. « Société Holding Horizon, Henri. » Le nom frappa Julien de plein fouet. Le vieil homme, l'antiquaire discret. Julien l'avait toujours sous-estimé. Il n'avait pas réalisé que ce grand-père discret était un redoutable stratège. « Je vais lui parler, » murmura Julien. La ligne se coupant, il voulait des explications. Il voulait confronter Camille. Son téléphone vibra à nouveau, un message. Il espérait que c'était un soutien professionnel. C'était Chloé. « Je suis avec les autorités. Julien. J'ai décidé de coopérer en remettant les documents de l'appartement. Je ne plongerai pas avec toi. Ne me contacte plus. » Julien fixa les mots. La personne pour laquelle il avait tant risqué l'abandonnait pour se protéger. Avec un geste de grande frustration, il jeta l'appareil par la fenêtre. Mais il se perdit instantanément dans la nuit pluvieuse. Il était vraiment seul, conduisant vite dans l'obscurité. Il prit la direction du Beaujolais, les pneus crissant sur le sol mouillé. La route sinueuse menant au domaine des Valois était étroite, bordée de grands arbres imposants. Les phares perçaient la pluie battante. Julien ouvrit la boîte à gants. Sa main se posa sur un objet métallique qu'il gardait par mesure de protection. Les grandes portes en fer forgé du domaine apparurent dans l'obscurité. « Ouvrez !» cria Julien. Il ne ralentit pas. Il y eut un choc impressionnant. La voiture de sport percuta le fer forgé. Les portes cédèrent sous la force de l'impact. L'avant du véhicule fut très endommagé. Les systèmes de sécurité s'activèrent, remplissant l'habitacle de poudre blanche. Pendant un moment, il n'y eut que le bruit du moteur fumant et de la pluie. Julien reprit ses esprits avec difficulté. Il sortit du véhicule endommagé et se retrouva dans la tempête. Le vent était fort. Il était trempé. Il avança d'un pas lourd. « Camille !» cria-t-il. « Henri !» Il remonta la longue allée. Le grand manoir se dressait devant lui. Des lumières s'allumèrent au rez-de-chaussée. Julien atteignit la grande porte d'entrée. Il était très agité. « Affrontez-moi !» cria-t-il. « C'est moi qui viens demander des comptes. » La porte s'ouvrit lentement. Julien fit un pas en arrière. Il s'attendait à voir la sécurité. Au lieu de cela, un grondement sourd se fit entendre. Des ombres du vestibule, sortit Hector. Le grand chien de garde était très impressionnant. Il restait là, vigilant et protecteur. Derrière le chien, Henri Valois apparut. Il portait un manteau sombre et tenait fermement un objet intimidant pour dissuader toute intrusion. Camille se tenait à ses côtés. Elle regarda Julien, son état agité, sa tenue ruinée, et elle resta de marbre. « Calme-toi, Julien, » dit Henri, la voix portant par-dessus le vent. « Les autorités sont en route. N'aggrave pas ta situation. Aggravée. »
Julien rit nerveusement. Vous avez tout manipulé. Je t'ai simplement mis face à tes actes, corrigea Henri. J'ai construit tout ça pour notre avenir, cria Julien en regardant Camille. Et toi, tu me tournes le dos pour Gabriel. Camille fit un pas en avant, la main posée sur le collier d'Hector. Je ne te tourne pas le dos, Julien. Tu t'es éloigné tout seul ce fameux soir. Gabriel était fragile. Les mots sortirent de la bouche de Julien sans filtre. Son égoïsme éclatait au grand jour. « Oh, il demandait trop d'attention », s'exclama Julien. « Je bâtissais un grand empire et lui freinais tout. Pourquoi devais-je tout arrêter pour une situation sans issue ?» Le silence qui suivit fut immense. Camille le fixa. Toute trace d'attachement avait totalement disparu. Ne restait qu'une froide lucidité. « Tu as raison, dit-elle doucement. Il était fragile. Mais s'il avait un cœur que tu n'auras jamais. » Elle baissa les yeux vers le gardien à quatre pattes, relâchant légèrement son emprise. « Hector, murmura-t-il, protège. » Le grand chien avança fermement, montrant qu'il défendrait la maison. Julien, pris de panique, recula précipitamment. Il laissa tomber ce qu'il tenait et courut vers son véhicule accidenté, glissant sur l'herbe mouillée. Il s'installa au volant, refermant la portière juste à temps. « Démarre !» s'exclama-t-il. Le moteur toussa, puis s'alluma difficilement. Julien enclencha la vitesse sans réfléchir, voulant juste fuir cet endroit. Il accéléra brusquement. Il avait oublié la configuration des lieux après son arrivée brutale. La voiture recula rapidement vers la pente raide. Les pneus patinèrent dans la boue, puis glissèrent. La voiture fila vers l'arrière, basculant au-dessus du talus rocheux. La chute fut spectaculaire. La voiture dévala la pente pour finir sa course bien plus bas, coincée contre un vieil arbre. À l'intérieur, c'était le silence total. Sur le bord du chemin, Henri resta vigilant. Camille s'approcha du bord et regarda en bas. Elle attendit, écoutant le son des sirènes qui s'approchaient dans la nuit pour gérer la situation. 6 mois plus tard, la belle lumière du soleil éclairait l'aile pédiatrique Gabriel Valois. Donc c'était un contraste saisissant avec la tempête du passé. Camille marchait dans le couloir, l'air beaucoup plus serein. Les marques de grande tristesse sur son visage s'étaient adoucies. « Madame Valois, » dit le spécialiste avec un sourire bienveillant, « je voulais vous montrer les nouvelles installations. Elles sont pleinement opérationnelles. » Ils regardèrent à travers la vitre. Des jeunes patients profitaient d'un bel espace de repos et de soins. « Le grand soutien financier a rendu cela possible, » dit doucement le médecin. « Vous avez beaucoup aidé, Camille. » « Non, » répondit Camille en touchant son médaillon. « C'est Gabriel qui a rendu cela possible. » Elle passa du temps avec un jeune garçon, ressentant une douce chaleur dans son cœur. Quand elle partit, le soleil se couchait. Elle rejoignit le véhicule conduit par Marcel. « On rentre, madame ?» demanda-t-il. « Pas encore. Conduisez-moi à la résidence spécialisée des Tilleuls. » Marcel hocha la tête, un peu surpris. Le trajet les mena vers une zone plus industrielle et isolée. C'était un grand bâtiment médicalisé très sobre. Camille entra et se dirigea vers une chambre au bout du couloir. La pièce était simple et fonctionnelle. Un homme était assis dans un fauteuil médical spécialisé, regardant par la fenêtre. « Bonjour, Julien. » L'homme ne pouvait pas se retourner. L'accident de voiture avait laissé de très lourdes séquelles physiques. Il était désormais totalement paralysé, incapable de faire le moindre mouvement par lui-même. Ses yeux se posèrent sur Camille. Son regard fier avait disparu, remplacé par une immense résignation face à sa nouvelle condition de vie. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit Camille d'une voix très calme. « Je voulais juste te donner des nouvelles. » Elle posa une photo devant lui. C'était une image de la nouvelle aile médicale pédiatrique. « Nous avons clôturé tes anciens dossiers financiers, dit-elle.
Tout a été reversé à la fondation pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Julien fit un petit bruit de respiration. Il réalisait l'ampleur de sa situation. Il dépendait désormais totalement du personnel médical pour chaque acte du quotidien. « Je pense à Gabriel chaque jour », ajouta Camille. « Je me dis que cette histoire a finalement apporté beaucoup de bon aux autres. » Elle ajusta son manteau. Elle le regarda avec détachement. « Tu voulais de la grandeur et aucune contrainte familiale. Tu te retrouves face à toi-même. Adieu, Julien. » Elle se retourna et sortit sans se retourner. Julien la regarda partir. La porte se referma. Il resta là, regardant la photo, prisonnier de son propre silence, écoutant la pluie taper doucement contre la vitre. Cette histoire rappelle que la vie réserve des retours inattendus. L'arrogance et le manque d'empathie finissent toujours par isoler profondément. C'est un récit fort, prouvant que les vraies valeurs finissent par triompher face à l'égoïsme. Si cette leçon de vie vous a touché, n'hésitez pas à soutenir cette histoire. Partagez ce récit avec ceux qui aiment les histoires inspirantes et abonnez-vous pour d'autres récits captivants et pleins de sens. Activez les notifications pour ne rien manquer.